2012 en Syrie. Ce qui a commencé pacifiquement avec le printemps arabe se transforme vite en guerre civile. Les morts se multiplient. C'est le début de l'exode. Parmi ce chaos, 2 Américains pris en otage par les forces d'Al-Qaïda en Syrie. Matthew Schreier, prisonnier pendant 7 mois, Théo Padnos passera 22 mois de sa vie en captivité. Les deux sont déplacés d'une prison à l'autre, affamés, battus et torturés. 2 ans, j'ai dû faire 13 ou 14 prisons. Dans une de ces prisons, ils seront interrogés par des hommes masqués et extorqués. Mais on pouvait pas voir ces visages. Les qualités que je repérais, c'était leurs accents. Ils pensent reconnaître l'accent québécois. Au même moment en Syrie, se trouve un groupe de jeunes du Québec partis combattre Bachar al-Assad. Il était masqué. Comment peut-on identifier quelqu'un sous un masque? Ça pourrait être n'importe qui. Cet accent québécois pourrait-il être associé à l'un d'entre eux? C'est pas correct que n'importe qui puisse partir, foutre le bordel dans un autre pays et revenir vivre en pays ici, sans payer aucun prix. Au cœur de l'histoire, des secrets bien gardés, des questions sans réponse et des otages à bout de patience. Début mars 2012, Théo Padnos, un journaliste pigiste, se retrouve à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Ébranlé par les morts et la souffrance, il est convaincu que s'il réussit à franchir la frontière, il pourrait faire une différence. Je cherchais des histoires, je cherchais des reportages à faire, je faisais des petites enquêtes. Théo avait déjà vécu au Moyen-Orient, plus précisément au Yémen en 2004, où il a écrit le livre Undercover Muslim sur la croissance de l'extrémisme musulman. Il a par la suite passé 2 ans en Syrie et a continué ses études de la langue arabe et de l'islam. Je pensais que quand j'écrivais sur les problèmes en Syrie, que j'arrivais à mieux comprendre et mieux expliquer les patients qui circulent en Syrie. Je me suis dit, il n'y a que moi qui puisse faire ce travail. J'étais un peu égoïste, d'accord? Mais malgré son expérience et tous ses efforts, la frontière demeure infranchissable. Il y a 3 portes d'entrée dans cette région. Il y a Antakya, il y a Kilis et il y a Bab el-Qassam. 3 portes d'entrée en Syrie. Ils m'ont refusé à chaque porte, plusieurs fois. Parce qu'ils voyaient Américains, ils m'ont refusé. Pendant que Théo est bloqué à la frontière syrienne, à 10 000 km plus à l'ouest, une dizaine de jeunes hommes s'entraînent dans un centre de tir dans la région de Montréal. Certains s'exercent 2 ou 3 fois par semaine pendant des mois. Plusieurs d'entre eux se sont convertis à l'islam. Ça s'est fait tranquillement, il s'est converti sans qu'on le sache. Quand on l'a appris, nous, c'était déjà fait, puis c'est ça a été graduel dans le fond. On a vu le cheminement petit à petit se faire, vraiment se radicaliser, vraiment devenir de plus en plus obtus dans ses opinions. Cet individu connaît bien l'un des jeunes. Pour protéger sa relation avec lui, il a exigé l'anonymat. Selon des témoins, les jeunes apportent avec eux 2 armes, dont une imitation de carabine semi-automatique soviétique communément appelée SKS, une arme similaire à celle utilisée par les rebelles en Syrie. Les jeunes arrivent toujours avec 5 balles et tirent chacun leur tour. Lui, l'entraînement, le tir à la carabine, il voyait ça dans le fond que c'était légal, que c'était pas interdit de le faire, puis que tout le monde peut le faire, puis que non, pour lui, il voyait pas de mal à ça. Les jeunes vont au centre de tir à l'invitation de 3 hommes. Wassim Bougadou, à 20 ans, a des origines algériennes et est entraîneur dans un gym. Il détient un des permis pour tirer. Il avait donc le droit d'amener des amis s'exercer avec lui au centre de tir. Le deuxième à détenir un permis est un des jeunes de 24 ans qui a étudié en médecine et possède une double citoyenneté tunisienne et canadienne. Nous avons brouillé son visage ainsi que celui de tous ceux qui sont toujours sous enquête et qui vivent encore au Québec. Les 2 hommes paient pour l'entraînement du groupe.
Le troisième homme est Tarek Saker, étudiant en pharmacie et d'origine syrienne. Selon nos sources, 2 de ses cousins ont été tués dans la région de Latakia, endroit où des violences ont éclaté lors du début du conflit en Syrie. Benoît Gagnon est spécialiste en sécurité et en antiterrorisme. Quand le régime Bachar el-Assad a commencé à commettre des exactions, puis on parlait par exemple l'utilisation d'armes chimiques, etc., il y a beaucoup de matériel qui a été distribué à travers Internet. Donc des vidéos qui auraient augmenté leur sentiment d'attachement envers ce peuple-là. Tout à fait. Il voyait ça comme des musulmans qui étaient massacrés, qui étaient tués, et pour lui, ça allait contre le principe de base de l'islam. Et il voyait Bachar el-Assad comme un ennemi de la paix et de l'islam. Au début, tout se déroule sans incident, mais les jeunes arrêtent souvent de tirer pour prier, et cette pratique religieuse dérange. La tension entre les employés du centre et les jeunes atteint son paroxysme lorsqu'un client aurait entendu une phrase inquiétante. Un jeune aurait dit que c'était malheureux que les cibles ne soient pas des mécréants. Est-ce une mauvaise blague? Les propriétaires ne prennent aucun risque et alertent les autorités. L'enquête policière est déclenchée. Coincé à la frontière, Théo, lui, cherche d'autres moyens de traverser en Syrie. Il prend l'avion vers la Jordanie et réussit enfin à mettre les pieds en sol syrien. C'était vraiment le début des problèmes graves en Syrie. Je voulais intéresser les magazines, les revues américaines. Mais eux, ils m'ont refusé. J'étais en Syrie. Je leur ai dit, je suis là, j'ai plein de reportages à faire. Ils ne voulaient pas entendre de moi, quoi. Le journaliste pigiste n'arrive pas à vendre ses articles aux revues américaines. En avril, Théo décide de rentrer chez lui aux États-Unis. J'ai passé 3 semaines en Syrie. J'ai eu aucun succès dans ces 3 semaines. Et je suis rentré sans avoir publié aucun article. Pendant ce temps, au centre de tir, les policiers s'installent et sont présents lorsque les jeunes s'exercent. La GRC met plusieurs des jeunes sous écoute électronique et les surveille parfois jour et nuit. Ça, c'est clair que ça veut dire que c'était important, là. Parce qu'on ne commence pas à déployer un policier sur un endroit 24 sur 24. On ne voit pas qu'il y a de l'intérêt quelque part, là. C'est-tu exceptionnel? Elle est couchée là? Disons que c'est quand même plus haut que la vaste majorité des opérations qui sont faites. Il y avait des doutes sur ce qu'il voulait faire, mais personne ne savait ce qu'il voulait faire non plus. Il ne savait pas où il se rendrait éventuellement. Il pensait qu'il s'en irait combattre en Syrie, mais c'était pas clair non plus, ça. Quelques semaines plus tard, Tarek Saker sera le premier à quitter le pays pour le Moyen-Orient. 2 autres vont le suivre en septembre, le jeune de 24 ans et un de ses amis qui a 19 ans à l'époque. Rendus à l'aéroport Montréal-Trudeau, ils apprennent qu'ils sont sur la liste leur interdisant de voler dans l'espace aérien américain. Celui de 24 ans partira 1 semaine plus tard avec son passeport tunisien. Le jeune de 19 ans quittera le pays de l'aéroport d'Halifax. Le no-fly list canadien est un peu plus permissif. On va dire, est-ce que cette personne-là représente un danger imminent pour le vol? Tandis qu'aux États-Unis, si vous êtes sur la no-fly list, prenez pas l'avion, tout simplement. Lors de son départ de l'aéroport d'Halifax, le jeune de 19 ans apporte dans ses bagages un viseur et des lunettes de vision nocturne. Il y a un dessin assez clair avec ça, là. C'est quoi? Bien, c'est clair que c'est pour une utilisation sur une arme à feu, à tout le moins, et ou dans un contexte soit de simulation de combat ou de combat, là. Au mois de novembre 2012, Wassim Bougadou quittera le pays avec un autre jeune qui était mineur à cette époque. Il dit à un de ses amis que la GRC est en train de ruiner sa vie. La GRC était assez trousse parce qu'il possédait des armes à feu. Les gens l'avaient vu avec ses amis dans un centre de tir, en train de s'exercer avec leurs fusils. Il m'a dit que certains ont eu peur et ont alerté les policiers. Mais Wassim ne dit pas tout à son ami. En 2011, il a été accusé de possession d'une arme prohibée, mais son procès n'aura jamais lieu parce qu'il quitte le pays. Selon nos sources, Wassim était connu comme un fraudeur bien organisé, mais il ne fait face à aucune accusation en pareille matière. Wassim a quitté le pays en catimini, tout comme plusieurs des autres jeunes. Ça a été quelque chose.
Ça a été préparé, les amis l'ont aidé à se préparer, mais nous, on était vraiment dans l'ignorance la plus totale. Des 10 jeunes qui ont fréquenté le centre de tir, 5 partiront vers la Turquie pendant l'été et l'automne 2012. 2 autres les suivront en 2013. Selon nos sources, ils représentent la première vague de jeunes Québécois à avoir quitté le Canada pour aller combattre en Syrie. Il était sous surveillance depuis le mois de mai. Il aurait pu nous contacter pour nous dire, écoutez, il pensait partir. Parce qu'on aurait pu faire quelque chose. On ne se serait pas rendu là autrement. Pendant que les jeunes préparent leur départ, Théo essaie de retrouver sa vie paisible au Vermont. Je me sentais que les murs se resserraient sur moi. Donc, mais je me suis dit, j'ai pas d'autres possibilités. Il faut que je fasse ça. Je passais tout l'été en savant que en fin d'été, j'allais retourner. Il y avait que ça qui m'intéressait. J'étais pas un peu borné, d'accord. Le 30 septembre 2012, avec en main un billet aller seulement, Théo Padnos prend l'avion de Montréal vers Istanbul. Mais Théo ignore que bien des choses ont changé à la frontière syrienne. Les journalistes, autrefois intouchables, sont maintenant devenus une monnaie d'échange. Le 20 octobre 2012, Théo Padnos se retrouve à nouveau à la frontière syrienne. C'est dans la ville d'Antakya, en Turquie, qu'il se loue une chambre dans un petit hôtel. Il échange alors avec des combattants de l'armée syrienne libre. Ils m'ont proposé de descendre en Syrie avec eux. Je me suis dit, je veux pas aller avec les guerriers. Mais avec seulement 300 $ en poche, Théo doit faire un choix. J'ai trouvé quelques délinquants dans un autre hôtel encore moins cher. Et eux, ils me proposaient de descendre sans payant quoi que ce soit, gratuit. Le lendemain, Théo part avec eux. C'était une erreur de ma part de penser que je pouvais faire ça en faisant des petites économies débiles comme ça, alors que j'aurais dû dépenser de l'argent pour protéger ma vie. Ils dorment une première nuit dans une maison abandonnée. Le lendemain, assis par terre en train de faire une entrevue avec un de ses covoyageurs, la vie de Théo dérape. Ses covoyageurs vont devenir ses kidnappeurs. À la fin de 15 minutes, un autre kidnappeur s'est levé, il a dit « Yallah ya shabab ». Il a invité les autres à venir auprès de moi pour me tabasser un peu avec leurs bottes, avec leurs mains. J'ai entendu dire, parce qu'il me tabassait. Un autre disait « Jib al-Kalabche », ça veut dire « Amène les menottes ». Dans les jours suivants, il passera d'un geôlier à l'autre pour finalement se retrouver dans les mains de membres appartenant au front Jabhat al-Nosra, qui à l'époque faisait partie de la branche d'Al-Qaïda, Syrie. L'abus se transforme en torture. C'était des amateurs, l'armée libre syrienne, au niveau de la torture. Ils savent pas ce qu'ils font, c'est pas un système. Alors que chez Jabhat al-Nusra, c'est systématique ce qu'ils font. Comme Théo, la plupart des jeunes Montréalais atterrissent à Istanbul avant de descendre vers la ville frontière d'Antakya. Qu'est-ce que vous savez sur ce qu'il a fait pendant son absence? Rien. Ça, c'est comme une page qui a tourné de sa vie, puis il veut pas en parler du tout. Il vous a jamais rien dit du tout? Non, pas du tout. Pensez-vous qu'il a traversé la frontière? Moi, je pense pas, non. Mais notre enquête démontre qu'ils auraient tous traversé en Syrie à l'automne 2012. Certains ont rejoint un important groupe rebelle, l'armée syrienne libre. Je pense qu'il est parti avec des bonnes intentions. Lui, vraiment, il croyait vraiment aller faire du travail humanitaire. Mais moi, je pense qu'il est arrivé là-bas, puis il a vraiment vu comment ça se passait là-bas. Puis il a peut-être été désillusionné par rapport à tout ça. Puis je pense qu'il a vraiment réalisé que ça avait rien à voir avec la religion. Les jeunes qui décident, par exemple, d'aller dans ces régions-là peuvent le faire pour des raisons bien personnelles, c'est-à-dire volonté d'aider. Que le discours peut paraître très humanitaire, mais au final, c'est peut-être plus pour prendre les armes. C'est sûr qu'il y a un peu des deux. These are moody pictures you take. Yeah, it's war. À la mi-décembre, Matthew Schreier arrive en Syrie. Il a accepté de raconter son histoire à nos collègues de la CBC.
Jeune photographe à la pige, Matthew a le même espoir que Théo, réussir à se faire connaître comme correspondant à l'étranger. Il passe 18 jours au cœur de la bataille et prend des milliers de photos. Son voyage est un grand succès. Matthew prend le chemin du retour, mais à quelques kilomètres de la frontière, son taxi se fait intercepter. Je me suis dit, oh, on vient d'éviter un accident. Mais ils avaient des AK-47, un gars tout vêtu noir. On s'est regardé, il a baissé Matthew sur mes yeux et a mis un fusil sur ma tête. Matthew est aussi capturé par Jabhat al-Nusra. On l'amène à l'hôpital pour enfants d'Alep et on le questionne. De l'autre côté des murs de sa cellule, il entend des prisonniers se faire torturer. Il commence à compter les jours, une sorte de mécanisme de survie qui deviendra une obsession. Chaque jour, je disais la date une dizaine de fois. 25 février 2013. Et je la répétais tous les jours. Cette nouvelle manie lui permet de dire précisément que 3 semaines après son arrivée, il est amené dans une autre cellule, celle de Théo Padnos. Premier compagnon en 3 mois, Théo va vite se rendre compte que la vie à deux dans une cellule n'est pas de tout repos. J'étais content, mais ça n'a pas duré. On s'est disputé plus ou moins tout de suite. On s'entendait pas. C'était un mec violent. Donc on s'entendait pas. À cause de sa violence, il me tabassait dans la cellule. Il se cachait sous les couvertures toute la journée. Ça minait mon moral. En janvier 2013, le groupe Jabhat al-Nusra, qui détient les 2 otages américains, est devenu une force militaire à ne pas négliger. Al-Nusra était effectivement un groupe un peu plus organisé. Ça a été vu comme un des fers de lance. Cette branche d'Al-Qaïda est reconnue pour son côté militaire très efficace et discipliné. On est plus devant des groupes qui sont plus encadrés, plus structurés et qui avaient une mentalité qui était beaucoup plus dans une structure qui semble plus militarisée. En 2012, des milliers de combattants étrangers convergent vers la Syrie. On se rend compte qu'il y a vraiment une myriade d'acteurs présents sur le terrain, puis tous ces gens-là finissent par collaborer, s'aider. Et à l'époque, que ce soit l'armée syrienne libre ou d'autres groupes, plusieurs collaborent avec Jabhat al-Nusra. Fin janvier 2013, c'est ici que la police croit que 2 chemins se croisent. L'histoire de 2 otages américains et celle de combattants qu'on croit être des Canadiens. Les combattants viennent chercher Matthew dans sa cellule. Ils sont masqués, armés de grenades et portent chacun 2 fusils. L'un d'entre eux m'a dit, dans un très bon anglais, « Comment vas-tu » J'ai répondu, « Ma famille me manque. » Ils m'ont donné un morceau de papier et m'ont demandé d'écrire tous mes mots de passe et mes codes d'accès. Ils ont avec eux un ordinateur portable et ils forcent Matthew à accéder à ses comptes. Celui à l'ordinateur était grassouillet. Nous l'appelions Chubbs. Un autre avait les yeux tombants et un peu de roux dans la barbe. 3 jours plus tard, Matthew et Théo mettent de côté leurs désaccords et essaient pour une première fois de s'échapper. Rapidement, ils sont repérés et les conséquences seront graves. J'avais les genoux pliés dans un pneu et retenus par une barre de fer pour que je ne puisse pas bouger les pieds. Ils vous tournent sur le dos, les pieds dans les airs, ils prennent un câble épais comme ça. Ils vous frappent avec le câble. Ensuite, ils seront placés dans le coffre d'une voiture et amenés à l'Institut électrique à Raitan, au nord-est d'Alep. Pendant 2 semaines, ils sont privés de nourriture, battus, reçoivent des impulsions électriques et sont forcés à boire de l'eau contaminée. Le 16 février, Matthew rencontre de nouveau les hommes masqués. Les hommes rendent aussi visite à Théo pour une première fois. Je pensais tout de suite qu'il y avait un accent anglophone canadien et un autre accent francophone canadien. Théo a grandi dans l'État du Vermont à la frontière québécoise. J'ai passé du temps à Montréal, j'avais même un appartement là-bas. Je connais l'accent québécois. Je l'adore, d'ailleurs. Théo se rappelle avoir été interrogé par le plus corpulent des 2, celui qu'il croit être un Québécois.
C'était avec lui que j'ai causé le plus. Il était sympa. C'était pas un gars méchant. Au contraire, ils étaient gentils. Et je leur ai dit, j'ai faim. Ils m'ont donné à manger. Je leur ai dit, ils nous matraquent sans raison, pour rien. Ils ont dit, ils n'ont pas à faire ça. C'était des enfants, ces Canadiens, rien à voir avec les Britanniques qui coupaient la tête à tout le monde. Les Canadiens étaient plutôt idéalistes. Ils n'ont pas levé un petit doigt sur moi. Contrairement à Matthew, Théo n'avait pas de carte de crédit, donc pas d'argent volé. La première question était, comment vous vous sentez? Est-ce que tout se passe bien, comme ça? Est-ce que... J'aurais dit non. Ils nous tabassent, on est matraqués pour rien. On a faim, on a besoin d'aide. C'est une tragédie, ma famille n'a rien entendu de moi depuis des mois. Je voulais qu'ils sachent que j'avais besoin de leur aide. Théo aimerait bien leur parler de Montréal, de cette ville qu'ils ont en commun, mais il craint les représailles. Je voulais pas qu'eux, ils sachent que moi, je savais quelque chose sur eux. Parce que j'avais peur qu'ils allaient dire, lui, c'est trop. Et je voulais pas encourager leur sensation de menace. Je voulais qu'eux, ils se sentent en sécurité envers moi. Un interrogatoire à l'autre bout du monde par des hommes que Théo croit être des Canadiens ou des Québécois. Dans cette importante histoire d'enlèvement par Al-Qaïda de 2 Américains en Syrie, c'est un échange qui n'aurait peut-être jamais été porté à l'attention des autorités canadiennes, sauf pour cette erreur. Les cartes de crédit de Matthew Schreier ont été utilisées pour acheter divers objets, des bottes, des montres et même un livre format de poche du Kama Sutra. La majorité de la marchandise a été envoyée à des adresses de Rienli, de Kilis en Turquie et en Indonésie, sauf pour 2 colis, envoyés à une adresse ici, à Montréal. D'Alep en Syrie à un appartement de Westmount au cœur de la ville de Montréal, 2 paquets qui soulèvent beaucoup de questions. Le 13 février 2013, la carte de crédit de Matthew Schreier est utilisée pour commander plusieurs appareils électroniques, dont une caméra vidéo. La commande est annulée, mais peu de temps après, 2 tablettes de marque Samsung sont envoyées à la même adresse. Le destinataire est un autre jeune de 19 ans qui s'exerçait au centre de tir. Mais en février 2013, il n'a pas encore quitté le pays. Selon nos informations, d'autres paquets auraient pu être livrés dans la région de Montréal. Un bon de commande a été enregistré pour un envoi à Laval. Nous ne savons pas si la commande a été complétée. Mais fait intéressant, la commande est adressée au petit frère d'un des 10 qui se sont entraînés au centre de tir. Le petit frère faisait aussi partie du groupe du centre de tir, mais il n'aurait jamais quitté pour la Syrie. Mais qu'est-ce que ça vous dit qu'un paquet soit arrivé à une adresse à Montréal? C'est certainement bizarre. Je pense que c'était même le jour même où ils nous ont interrogés, ils ont passé les commandes sur Internet. Je pense que le seul lien qu'ils ont, c'est vraiment les achats en ligne là, qui ont été faits, qui ont été envoyés à l'adresse à Montréal. Et l'accent québécois, là? Ouais, mais c'est parce que c'est comme peu probable. Moi, si j'avais un truc comme ça, j'aurais pas envoyé des choses chez nous, là. C'est pas très intelligent comme scénario. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a intérêt, dans le fond, à leur faire porter le chapeau aussi. This is 2 tablets sent to you on Matt Schreier's account. Confronté par la CBC l'an dernier, le jeune de Westmount refuse de donner plus d'explications sur les colis. Près d'1 mois plus tard, en mars 2013, Matthew et Théo, de retour à l'hôpital pour enfants d'Alep, rencontrent de nouveau l'un des Canadiens, celui qu'ils croient être un Québécois. C'est lui qui était le chef opérateur d'une caméra vidéo. Théo nous explique que les geôliers enregistrent des vidéos. Les otages sont vêtus de combinaisons oranges et sont forcés de faire de fausses confessions. Je devais dire, je suis venu, j'étais envoyé par la CIA. Si j'avouais pas, le gars qui était responsable de la torture dans la prison, il était à 2 mètres. Donc c'était évident, lui il savait, le mec qui me posait des questions, le Canadien, savait que je devais admettre.
Ils savaient aussi que Théo voulait contacter sa famille, mais ils ont refusé de l'aider. Je leur ai donné l'adresse email de ma mère, mais non, ils n'ont rien fait. Ils auraient pu nous aider, ils auraient pu aider, au moins ma famille. Ils savaient qu'on était sans espoir, on était sous stress, on avait faim. Ils auraient pu faire quelque chose, mais ils ont préféré de voler. Ils étaient concentrés sur ça, le vol. Dans les jours suivants, le jeune de Westmount prend l'avion de Montréal pour se rendre en Turquie. Il traverse par la suite en Syrie. Selon nos sources, Wassim Bougadou aurait payé son billet. Les 2 tablettes Samsung achetées avec la carte de crédit de Matthew aboutissent, toujours selon nos sources, dans les mains de Wassim. Des 10 jeunes qui se sont entraînés au centre de tir, ils sont maintenant 6 à avoir foulé le sol syrien. Une fois que les jeunes sont partis, ils se retrouvent en Syrie. Est-ce que là, on perd leurs traces complètement ou il y a une façon de les surveiller? On n'a pas de service de renseignement à l'extérieur au Canada. Le CRS agit sur le territoire canadien. On n'a pas de CIA, nous autres. Mais vous avez quand même certains liens on a des relations. avec la Turquie, par exemple? Tout à fait. Mais là, on est dépendant d'acteurs qui sont complètement tiers. Du moment que ça sort de nos frontières, ça devient beaucoup plus complexe. Encore plus complexe si les suspects sont tous des amis. Ça complique beaucoup l'enquête. Parce que quand vous avez des gens qui se connaissent entre eux, c'est un réseau de confiance qui est difficile à briser. Puis si, par exemple, vous voulez faire de l'infiltration, pénétrer ce genre de réseau-là, faut que vous leviez de bonne heure. Là. En mars 2013, Jabhat al-Nusra ne figure pas encore sur la liste canadienne des groupes terroristes et en faire partie n'est pas un acte terroriste en soi. Mais si une personne participe à l'enlèvement ou l'extorsion d'un de leurs prisonniers, est-ce considéré comme un acte terroriste? Si on regarde les critères de définition qui est le terrorisme, on rentre là-dedans, dans motivation politique, on veut essayer de faire des pressions sur une organisation tierce, menace d'utilisation de la violence, une motivation politique et religieuse, on est là-dedans. Mais que s'est-il vraiment passé en Syrie? J'avais l'impression que s'il traversait, que là, c'était vraiment fini, qu'il mettrait sa vie en danger, puis qu'il n'y avait pas de retour en arrière aussi, là. Qu'il commettrait peut-être des gestes irréparables. Fin juillet 2013, Matthew et Théo essaient une 2e fois de s'évader. Matthew avait remarqué que les montants du châssis n'étaient pas bien soudés. Si je détachais les montants du châssis pour les plier, je pourrais m'enfuir. C'était le plan. Théo devait aider Matthew à sortir en premier. Comme Superman, j'ai sorti mes bras, j'ai rentré mon ventre, puis je suis resté coincé à la taille à cause de mon pantalon. Je l'ai détaché et je me suis glissé à l'intérieur. Et ensuite, Matthew devait tirer Théo par la fenêtre. C'était pas une opération qu'on pouvait faire soi-même. Donc, lui, il est sorti, il a essayé pendant quelques secondes de me tirer à travers la fenêtre. J'étais coincé, mais il fallait travailler un peu. Il a paniqué, il est parti. Matthew s'enfuit dans les rues d'Alep et trouve un jeune homme qui l'aidera à sortir du pays. Théo restera seul derrière et cette fois-ci, la punition va au-delà de la torture. Ils m'ont amené dans le désert, ils m'ont menotté. Dans les 6 semaines à venir, ou après, suivantes, j'avais les mains menottées, j'avais les bras, les jambes liées et j'avais les yeux bandés. Théo n'est pas au bout de ses peines. Il devra attendre encore 1 an avant d'être libéré. Une longue attente qui lui permettra de se rapprocher de ses ravisseurs. Été 2013, la plupart des jeunes Québécois reviennent au pays. Les 2 jeunes de 19 ans sont de retour depuis juillet. Le jeune de 24 ans, parti avec son passeport tunisien, les suit en septembre. Depuis son retour, il suit de près tous les procès impliquant des Montréalais accusés d'actes terroristes. À plusieurs reprises, nous leur avons demandé de nous accorder une entrevue formelle, ce qu'ils ont toujours refusé de faire.
sauf celui de 24 ans qui nous a écrit ceci. Je réitère que je n'ai rien à voir aux crimes qui ont été commis contre Schreier et Padnos. Je trouve donc injuste d'associer mon visage à cela juste à cause du stand de tir où il n'était nullement question de rejoindre un groupe terroriste ou commettre un crime. Les deux amis de 19 ans sont maintenant mariés, ont de jeunes enfants et essaient de refaire leur vie. Ils ont depuis leur retour adopté le soufisme, une branche pacifiste de l'islam. Le soufisme est certainement une porte salvatrice pour des gens qui sont en phase de radicalisation, parce qu'il a une approche beaucoup plus spirituelle. L'imam Omar Koné connaît bien ces deux jeunes depuis leur retour. On a eu une conversation simple où, effectivement, l'un d'entre eux m'a dit nous étions en quête, nous avons été mal guidés au départ, nous avons découvert la vérité, nous en sommes très désolés. Et aujourd'hui, nous demandons à vivre comme des citoyens honorables et à nous accomplir et à servir les gens qui sont autour de nous. Ils sont plus des victimes qu'autre chose, ces jeunes-là. Victimes, ils sont partis, je pense, avec une bonne intention pour faire leur devoir de musulmans. Mais je pense qu'ils ont été manipulés. Dans le groupe, est-ce qu'il y en a que vous perceviez comme plus radicaux, justement, ou... Bien, c'est sûr qu'il y en a qui étaient beaucoup plus radicaux. Il y en a qui sont encore là-bas, qui sont restés là-bas, puis qui ne reviendront pas non plus, là. Selon nos sources, Wassim et Tarek voyageraient toujours entre la Syrie et la Turquie. Wassim s'est radicalisé et aurait passé du temps avec l'État islamique. Impossible de les rejoindre pour avoir leurs commentaires. Wassim enverrait des vidéos de menaces du Moyen-Orient à certains des jeunes qui sont revenus à Montréal, nous disent nos sources. Ismaël Mohamed Habib. L'ancien beau-frère de Wassim, Ismaël Habib, a d'ailleurs reçu plusieurs menaces. Ismaël Habib a fait partie des 10 qui se sont entraînés au centre de tir, mais il n'est pas parti pour la Turquie avant l'été 2013. Il subit présentement son procès à Montréal. Il est accusé d'avoir tenté de quitter le Canada pour rejoindre un groupe terroriste et d'avoir fait une fausse déclaration dans le but d'obtenir un passeport. You either stop what you are doing or you're gonna face death. Pendant que certains des jeunes rentrent au pays, Théo Padnos est toujours sous le joug de ses ravisseurs. Mais plus les jours passent, plus des liens se tissent entre le prisonnier et ses geôliers. 18 ans. Est-ce que vous vous êtes marié? Non, she replied. Non, elle disait. Ils lui fournissent même du papier et des crayons. Confiné dans sa cellule, Théo entame la rédaction de son roman. Il choisit chaque mot soigneusement, sachant que ses ravisseurs vont scruter ses écrits. Ça part d'une société qui est bouleversée par un mouvement religieux, par des fanatiques, quoi. Donc, mais l'histoire se déroule ici, dans le Vermont. Mais ça parle, j'ai pris les dialogues, j'ai pris les mots, j'ai pris les tensions, les émotions de ce qui se passait autour de moi en prison. Théo terminera son roman au Vermont. Après de longues négociations, il est finalement libéré au mois d'août. Théo pourra enfin revoir sa famille aux États-Unis. In the days following my release on Sunday, I have learned bit by bit that there have been literally hundreds of people, brave, determined, and big-hearted people all over the world working for my release. Il y a 2 ans, les policiers canadiens ont rencontré les 2 otages aux États-Unis pour recueillir leur version des faits et leur montrer des photos de suspects. Mais leurs ravisseurs portaient des cagoules, donc impossible d'identifier qui que ce soit. Je ne peux pas identifier aucune personne. Nous avons aussi montré des photos des jeunes suspects à Théo. Il n'a pas pu reconnaître personne. Quand je voyais le type, je voyais ses lèvres et ses yeux. Oui. Même pas le nez. Mais quand nous lui avons montré la confrontation entre Adrian Arsenault de la CBC et le jeune de Westmount qui aurait reçu les 2 tablettes, quelque chose attire son attention. Elle interroge le mec à droite. Oui. Alors que quand j'ai vu ça, je me suis dit, elle a intérêt à interroger l'autre type, celui à gauche. Pourquoi vous dites ça, à celui-là? La forme, son corps, sa taille, son gabarit, ça...
Donc, ça pourrait être celui qui m'a interrogé, l'enquêteur principal, quoi. Celui qui était francophone. Oui, ça pourrait être lui, mais je peux pas aller au-delà de ça. À l'été 2015, la GRC effectue des perquisitions aux résidences de Wassim Bougadou, de Tarek Saker et aux résidences des 2 jeunes de 19 ans. Selon nos sources, le groupe du centre de tir est soupçonné, entre autres, d'actes terroristes liés à l'enlèvement et l'extorsion de Théo Padnos et de Matthew Schreier. Mais dans le dossier des 2 otages, la GRC n'a porté aucune accusation à ce jour contre les jeunes du centre de tir et nous n'avons pas de preuve qu'un des jeunes se trouvait dans la pièce avec les otages. Moi, je trouve que c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Ils n'ont pas beaucoup... Ce qu'ils ont là, c'est vraiment ténu comme preuve. Et ils s'accrochent à ça, mais je pense qu'à la fin, ils pourront pas rien prouver. Une étiquette de terroriste est très difficile à effacer. Elle ne vous suit pas simplement dans vos implications sociales, mais dans votre entourage ou dans vos amis ou dans le travail que vous faites. Il est certain que les humains font des erreurs, sont toujours aiguillés d'une façon ou d'une autre. On a tous eu à un âge ou à un autre de mauvaises influences. Et il est important de pouvoir en revenir. Mais l'enquête, toujours active, vient jeter une ombre dans la vie quotidienne de ces jeunes adultes. Un jeune homme membre d'un groupe soupçonné d'actes terroristes a pu prendre un autoportrait avec le premier ministre sans se faire... Un bon exemple, c'est le tollé créé quand l'autoportrait d'un des jeunes de 19 ans avec le premier ministre Justin Trudeau a été publié dans les médias il y a quelques semaines. Même si son identité n'a pas été révélée, plusieurs, dont Théo, se demandent comment une personne sous enquête pour des actes terroristes peut approcher le premier ministre. Ils ont commis une petite erreur, même une erreur assez grave. De laisser approcher au Premier ministre un gars qui est soupçonné d'avoir participé dans le djihad en Syrie, c'est assez grave, je trouve. Ils n'auraient pas dû faire ça. M. Trudeau aime être proche des gens. Ça vient complexifier beaucoup le travail. Puis là, vous ne pouvez pas contrôler exactement qui est dans la foule, qui va se pointer, puis qui décide de « moi, je veux avoir une photo avec le premier ministre ». Donc, dans ce cas-là, là, c'est le bon jugement du garde du corps. Est-ce que cette personne-là semble agressive quand elle avance? Est-ce qu'elle a un problème? Puis bon, on va laisser aller ou pas, là. Donc, c'est sûr que d'un point de vue image, c'est un problème. Mais prévenir ce genre de situation-là, c'est quasiment impossible. Presque 4 ans après leur rencontre avec les hommes qu'ils croient être des Canadiens, Théo et Matthew attendent toujours que justice soit faite. J'aimerais bien qu'ils se livrent au système canadien, qu'ils avouent tout, qu'ils disent ce qu'ils ont fait en Syrie, et qu'ils soient honnêtes avec eux-mêmes et le public et le système judiciaire chez vous. J'aimerais bien que les autorités canadiennes prouvent qu'elles ne sont pas à la merci du FBI. Faites quelque chose. Vous avez les preuves, la documentation, le gars est dans votre pays. Agissez. Les proches des jeunes souhaitent maintenant la fin de ce cauchemar et espèrent retrouver une vie plus paisible. J'aimerais ça être capable, qu'on soit capable de dire, ben oui, de prouver qu'il n'y a rien à voir là-dedans, puis qu'on soit capable, finalement, de tourner la page, puis de passer à autre chose. Théo, lui, a bien de la difficulté à tourner la page. Avant la guerre, quand j'écoutais la musique populaire syrienne, j'écoutais souvent cette musique. C'est une chanson qui parle de la violence qui allait venir. Cette musique résonne toujours dans la chaumière de Théo au Vermont. Elle lui rappelle que malgré ses 22 mois de captivité, sa quête de faire connaître la situation en Syrie est toujours bien présente. C'est un travail d'une vie, en fait, de donner la preuve. On est capable de comprendre un pays étranger. C'est le travail d'une vie. Mais je continue, c'est mon travail, c'est ce que je suis en train de poursuivre actuellement. كل كتير تشوفك بكرة